Bonjour, docteur David Maladry. Bonjour. Donc vous êtes un membre éminent du groupe des chirurgiens esthétiques plasticiens de l'école de Paris et vous avez une grande expérience hospitalière et un des domaines où vous excellez, c'est la chirurgie après amaigrissement massif. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des opérations plus fréquentes en matière de réparation de la silhouette dans ce domaine? Alors effectivement, depuis le traitement vraiment efficace de l'obésité morbide, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment très gros, grâce aux chirurgies digestives, on a vu apparaître beaucoup d'interventions qui sont nouvelles, en particulier sur le flanc, sur les seins, mais également au niveau du ventre, qui est la première demande qui est prononcée par les patientes et les patients qui ont perdu parfois 30, 50 ou 80 kg. Et cette chirurgie abdominale très spécifique après amaigrissement se caractérise par des incisions, des excisions tissulaires, c'est-à-dire on retire beaucoup de tissu autour du tronc, autour du torse, au niveau de l'abdomen, au niveau des fesses, de façon à regalber le corps et éviter ces plis extrêmement importants qui sont source d'un grand inconfort vestimentaire et surtout de macérations extrêmement gênantes sous les plis, dans les plis. Parmi ces opérations, quand une femme demande un changement, ou un homme demande un changement de sa silhouette, est-ce que vous groupez plusieurs opérations pour, au bout d'une douzaine d'heures, avoir transformé le corps entier, ou est-ce que vous privilégiez des opérations plutôt courtes et ciblées? Alors, je privilégie toujours les réparations de la silhouette dans un temps court, ce qui n'empêche pas de faire plusieurs interventions à la fois. Par exemple, pour les seins, aucun chirurgien actuellement ne fera un sein d'un côté, puis 15 jours après, le sein de l'autre côté. Pour les body lifting, c'est-à-dire la dermolipectomie, la plastie abdominale circulaire au niveau de l'abdomen, qui fait devant, sur les côtés et derrière, tout le monde, sauf cas très particulier, du fait de la fragilité du patient, ne fait cette intervention en plusieurs fois. Le but étant de réaliser un remodelage le plus complet possible en moins de 3 heures. Quelles sont les opérations qui sont le plus souvent demandées? Eh bien, il s'agit en numéro 1 de la plastie abdominale et du body lifting, c'est-à-dire la dermolipectomie, la plastie abdominale circulaire, puis les seins, et enfin les membres, et surtout les bras et les cuisses. Est-ce que les opérations des bras et de l'intérieur des cuisses elles sont redoutées par les patientes, mais est-ce que vous avez observé beaucoup de complications après ces opérations? Alors, au niveau des bras, il n'y a pas de complications importantes immédiates. En revanche, on voit très régulièrement, et c'est un mystère pour beaucoup de chirurgiens, des cicatrices épaisses à la face interne des bras. La peau est pourtant fine et on doit pouvoir obtenir en théorie une cicatrice fine. C'est pas forcément le cas. Et au niveau des opérations des cuisses, est-ce que vous privilégiez une opération dans les plis naturels ou vous faites toujours une opération avec une ablation verticale de la peau jusqu'au genou? Eh bien, cela dépend de la quantité de peau à retirer. Lorsqu'il est possible de retendre la cuisse en retirant de la peau de façon transversale dans le pli naturel, c'est ce qu'il faut faire. S'il y a une cuisse extrêmement distendue avec une espèce de rideau cutané qui s'étend du genou et qui fait jusqu'au bassin et qui fait le tour de la cuisse, il ne faut pas se résoudre à faire une cicatrice à la fois horizontale et une cicatrice verticale. Parmi les complications graves de ces opérations, quelles sont celles qui vous viennent à l'esprit ou que vous avez rencontrées? Je n'ai pas eu de complications graves avec ce type de chirurgie. En revanche, on voit très souvent, en particulier au niveau de la dermolipectomie des cuisses, près du périnée, des réouvertures qui peuvent être à la fois mécaniques, puisqu'on s'assoit parfois un peu brutalement et la peau étant retendue, elle craque les premiers jours. Ce n'est pas très grave, on fait des pansements et cela guérit très bien. Et parfois des réouvertures liées à une désunion, je dirais plus d'ordre de mauvaise cicatrisation, car les tissus étant bien tendus dans ces plis un peu humides, peuvent à ce moment-là se relâcher et produire une réouverture. Quelle est votre stratégie pour éviter le risque principal, le plus grave, qui est celui de l'embolie pulmonaire ou de la phlébite, qui va entraîner l'embolie pulmonaire? Eh bien, il faut mobiliser tout de suite, et il existe un système extraordinaire qui est de pouvoir, lors de l'intervention, mobiliser naturellement sans médicaments associés, c'est-à-dire sans risque d'hématome ou d'hémorragie, par des bottes gonflables intermittentes. On a comme si la personne
endormi, marcher et chasser le sang vers le cœur. Il y a un circuit qui se refait et ça diminue de façon très importante le risque de phlébite, car les phlébites surviennent pendant l'intervention. Et aucun chirurgien actuellement ne fait sa chirurgie sous anticoagulant. Et les anticoagulants restent quand même nécessaires ou vous pouvez vous en passer? Alors, je mets des anticoagulants en post-opératoire, commencer plusieurs heures après l'intervention, surtout lorsqu'il y a des facteurs de risque, s'il persiste de l'obésité, s'il y a du tabac ou des antécédents de phlébite dans la famille ou chez la patiente elle-même. Eh bien, merci de toutes ces explications.